800 000 voix. C'est le très attirant potentiel électoral des descendants des Harkis, ces valeureux combattants, supplétifs musulmans, qui, aux heures les plus sombres de la guerre d'Algérie, firent le choix courageux de la France contre les barbares du FLN. Malheureusement, aujourd'hui, pour la Macronie, la question n'est pas de savoir si ces gens-là ont droit à notre gratitude éternelle, si nous avons une dette morale envers eux pour le sacrifice qu'ils ont pu faire de leur bonheur, de leur avenir, de leur terre natale et parfois même de leur vie pour l'amour de la France. Non, 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 non. La question n'est pas là. La seule vraie question qui importe à Macronor Repentor est la suivante. Est-ce que ces gens-là et leurs familles vont voter pour moi ? Comme ces communicants et stratèges de campagne ont répondu à cette interrogation par la positive, Macronor Repentor a mis les petits plats de couscous dans les grands plats de kebab et a décidé de sortir le grand jeu. Dans un vibrant discours, il a demandé pardon aux Harkis pour l'abandon de la France, pour la lâcheté des dirigeants qui ont rechigné à les accueillir quand ils ne les ont pas laissés aux mains de leurs tortionnaires. Pardon aussi de les avoir laissés croupir dans des zones métropolitaines indignes pour ceux qui ont eu la chance, malgré tout, d'être rapatriés en France. Ce pardon sera assorti d'une loi de reconnaissance et de réparation. Si, avec tout ça, nos chers Harkis ne votent pas pour lui, c'est que franchement, ce sont vraiment des ingrats. Et il représente tout de même 800 000 voix, bigre de bougre. Au nom de sa petite, mesquine, insupportable arithmétique électorale, Macrominus a oublié que les Harkis sont peut-être plus que la moyenne des gens d'honneur et qu'ils ne se laisseront peut-être pas acheter aussi facilement. Car quel crédit peut-on accorder à un type qui, il y a quelques mois, s'aplatissait comme un tapis de prière devant les Algériens et battait sa coulpe au motif que la colonisation française en Algérie était un crime contre l'humanité ? Alors que le crime contre l'humanité qui a été commis désigne évidemment les révolutionnaires indépendantistes algériens qui ont éliminé, dans des conditions atroces, tous ceux qu'ils assimilaient aux amis de la France, c'est-à-dire des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Et donc, pour synthétiser, Macrominus demande pardon aux Algériens pour une colonisation qui a fait brillamment émerger un pays qui n'existait pas avant la colonisation et espère ainsi recueillir le vote des Africains du Nord installés en France. En même temps, il demande pardon aux Harkis massacrés par les mêmes Algériens dans des conditions épouvantables avant et après le départ des Français. Comprenne qui pourra ce « en même temps » imbécile. En ce qui me concerne, j'avoue aimer les Harkis, mais ne pas aimer du tout ces pardons électoraux à répétition qui, parce qu'ils sont purement électoraux, déshonorent la France. Le « en même temps » a des limites pour l'Algérie comme pour la France. Je vous souhaite une très bonne soirée. Donald Trump, l'ex-flamboyant président des États-Unis, a perdu l'élection présidentielle de très près, de très très près, de beaucoup trop près. Dans la soirée du vote mémorable qui a abouti à son éviction, le Donald était donné gagnant et Biden était prêt à le reconnaître. Et voilà que pendant la nuit, pif, paf, pouf, ce sera toi qui seras président. Le score a été mystérieusement inversé grâce au miraculeux dépouillement des votes par correspondance. Abracadabra, cadabra, cadabra, Joe Biden est élu. Il est de notoriété publique que le système informatique utilisé pour ces votes par correspondance permettait toutes les magouilles possibles, imaginables, mais surtout inimaginables. À la suite de ce scrutin truqué, des milliers de plaintes ont été déposées, mais il était évidemment mission impossible de démontrer en quelques semaines avant le sacre de Joe Biden que le scrutin était faussé et que la Cour suprême devait annuler l'élection.
Dont acte et rendez-vous à l'automne 2024, car le Donald n'a pas dit son dernier mot, non mais des fois. La classe politique française, toujours à l'affût de ce qui peut marcher de façon honnête, mais surtout de façon malhonnête, n'a pas perdu la leçon. Et 3 partis politiques viennent de déposer une proposition de loi pour rendre possible le vote par correspondance. Comme par hasard, vous avez dit hasard, il s'agit de 3 partis qui sont en chute libre. Le Parti socialiste, dont beaucoup pensent qu'il n'existe plus tellement il est inexistant. L'UDI, qui a l'avantage d'être aussi connu que le Katouba d'Antarctique. Et le Parti des Républicains, qui s'écroule année après année dans la joie et la bonne humeur. Comme par hasard, vous avez dit hasard, ce système de vote par correspondance qui avait existé après-guerre et avait été supprimé compte tenu des grossières magouilles qu'il avait engendrées, est proposé par des partis en pleine déliquescence. Tout cela interpelle juste quelque part, je veux dire. Et bizarrement, LREM, le parti fantôme de Macronor, Terminator, vaccinateur premier, est resté en retrait. Mieux vaut faire porter la responsabilité d'une éventuelle loi sur le vote par correspondance par des partis qui ne représentent pas grand risque au moment de l'élection présidentielle. Parlons clair. Les troubles pensées électorales de l'Élysée ou d'ailleurs n'ont qu'un seul objectif, tout mettre en œuvre pour que perdent les candidats et les partis dits d'extrême droite, qui sont les seuls à proposer un redressement de notre pays. Tous les coups seront permis, dont le tripatouillage électoral le plus éhonté. Mais les Français qui aiment la France ne se laisseront pas faire. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous ai déjà parlé du célébrissime rappeur Nick Conrad, idole de la jeunesse dans les banlieues improbables. Eh bien, ce fabuleux Nick avait été condamné en correctionnel pour un clip particulièrement pacifique, puisqu'il proposait simplement de pendre tous les blancs. Finalement, avec Nick, les choses ne sont pas compliquées. On pend tous les blancs et on passe à autre chose. Le tribunal correctionnel avait un peu toussé et avait condamné le rappeur à 5 000 € d'amende. Ça, c'était un peu exagéré, 5 000 € d'amende. Non, quand même, ils sont fous, ces juges. Notre rappeur magnifique a donc fait appel et la Cour d'appel de Paris vient de lui donner raison pour un obscur vice de procédure. Alléluia. Merci mon Dieu. Allah Akbar. Gracias very much. Nick est relaxé. Livrons-nous à une analyse fouillée des paroles hautement philosophiques de cette fameuse chanson « Pendez les blancs ». En voici quelques extraits d'une exceptionnelle profondeur. « Je rentre dans les crèches, je tue des bébés blancs. Attrapez-les vite et pendez leurs parents. Écartelez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands. Fouettez-les fort, faites-le franchement, que ça pue la mort, que ça pisse le sang. Pendez-les tous, pendez les blancs. » Et Nick, notre rappeur magnifique, s'est exhibé en train d'égorger une femme blanche. Ah non, je ne résiste pas au plaisir de vous le refaire en mode rappeur sur scène. Je rentre dans les crèches et je tue les bébés blancs, attrapez-les, vite, vite, vite et pendez leurs parents, écartez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands, fouettez-les fort, faites-le franchement, que ça pue la mort, que ça pisse le sang, pendez-les, les blancs. Je suis désolé, mais tout cela est d'une beauté stupéfiante. Qu'il ait été relaxé traduit la qualité d'exception de notre justice. En revanche, Thaïs, de Génération Identitaire, quand elle a osé dire qu'il était scandaleux qu'un migrant puisse traverser la frontière, a vraiment dérapé grave, je veux dire, et a bien mérité sa condamnation à de la prison avec sursis. Non mais des fois, elle est timbrée cette Thaïs, je vais la pendre haut et court comme le propose Nick. Nick,
C'est la haine personnifiée, la belle haine comme on l'aime, la haine et la violence que notre justice chérie aime tant. Nick, c'est le rappeur qui enflamme les banlieues en leur indiquant le chemin à suivre pour que brûle une bonne fois pour toutes la France tout entière. Nick, c'est le symbole de l'écroulement de la société française qui se livre pitoyablement à ses futurs bourreaux. Thaïs, c'est le courage de la résistance que notre système politico-juridico-médiatique veut détruire. Thaïs et Génération Identitaire, désormais dissoute par le très islamophile Moussa Darmanin, offrent un rempart à cet ouragan de violence gueulé par Nick et ses complices. De l'issue de ce combat inégal dépend évidemment la survie ou la mort de la société française. Par les temps qui courent, je mise plutôt sur sa survie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le fact-checking, c'est le dernier truc à la mode. Cette chose curieuse est apparue sous le mandat de Donald Trump et a connu depuis un essor sans précédent. Le principe est assez simple. On part du principe que certaines personnes, quand elles prennent la parole en public ou dans les médias, ont forcément tort. À la base, avant même de l'ouvrir. Exemple, Donald Trump ou Éric Zemmour. Donc, les médias, les journalistes, TV, papier, radio, à pied, à cheval et en voiture vont faire leur boulot, ramener au beau milieu des mensonges soi-disant éhontés de ces pourfendeurs du système un peu d'objectivité. Que c'est beau, que c'est noble. Empêcher les petits moutons de téléspectateurs que nous sommes d'écouter la mauvaise parole, quelle plus belle tâche que celle que se donnent les pasteurs de l'information pour le bien-être de l'humanité, ou peut-être de l'inhumanité d'ailleurs. Alors, ils déconstruisent. Déconstruire, ça, ils savent faire. Seulement attention, fact-checker et déconstruire, ça implique un certain savoir-faire. Je vous livre en exclusivité quelques-uns de leurs secrets. Aller systématiquement chercher des chiffres biaisés et partiels. Ne pas faire d'addition ou ne pas faire de soustraction, suivant les cas pour être sûr d'arriver aux chiffres qui vous arrangent. Ne faire confiance qu'à des chercheurs de gauche passés par Sciences Po, féministes et ou ex-trotskistes si possible, ou encore mieux, les trois à la fois. Traduire n'importe comment l'anglais, l'italien, l'allemand, le russe et le lapon de Patagonie, histoire de faire dire aux autres ce qu'ils ne disent pas. Refuser les statistiques ethniques au motif que ça stigmatise de façon raciste. Accepter les statistiques ethniques au motif que ça valorise la diversité. Considérer qu'est parole d'évangile tout ce qui sort de l'ONU, de l'UNICEF, de l'UNESCO, de la Fondation Bill Gates et de la Commission européenne et de think tank de Soros, des livres de Jacques Attali et j'en passe. Avec ça, si vous suivez ces recommandations à la lettre, vous êtes prêt à vous faire recruter par BFM TV et France Inter. Ils se battront pour vous confier un poste. C'est ainsi que la soirée mémorable qui a vu Éric Zemmour le Grand affronter Jean-Luc Mélenchon le Petit nous a donné l'occasion d'admirer en direct un très grand numéro de fact-checking, nous permettant à nous, pauvres citoyens, d'arriver à cette magnifique conclusion destinée à contredire point par point le brillant Éric. Non, il n'y a pas de problème d'immigration en France. Non, il n'y a pas de hausse de la délinquance. Et non, la fraude sociale n'existe pas. Vive les fact-checkers! Prenons-en la graine, chers amis. À ce niveau-là, ce n'est plus du professionnalisme, c'est du grand art. C'est même du grand art contemporain ou du grand art contemporain, ce qui finalement est la même chose. Je vous souhaite une très belle soirée.
Chacun le sait. Profiter de sa position pour en tirer des avantages inavouables n'est pas joli, joli, joli. Cela s'appelle le conflit d'intérêts et cela est vieux comme le monde. Cela peut d'ailleurs coûter très cher, comme l'a testé en son temps l'intendant Fouquet que Louis XIV a laissé croupir en prison pendant de longues années jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les élections présidentielles approchant, les réseaux sociaux commencent à bruisser de rumeurs faisant état d'opérations bizarroïdes préparées et décidées par Macronor Covidor en son temps et qui méritent que l'on se penche sérieusement dessus pendant la période électorale qui s'ouvre. Car il serait tout à fait anormal que des opérations éventuellement anormales menées par Macronor Terminator Dictateur Covidor, premier, ne soient pas portées à la connaissance des électeurs. Évoquons simplement deux d'entre elles parmi d'autres. Lorsqu'il était à Bercy, puis à la Banque Rothschild, Macronor Terminator, etc., a été au cœur d'opérations de fusion-acquisition entre le groupe Nestlé et le laboratoire Pfizer. Il est assez probable qu'il ait été rémunéré pour ses bons et loyaux services comme cela se fait habituellement. Ayant donc noué des contacts très intimes avec les dirigeants de Pfizer, il peut paraître interrogeant qu'il se soit transformé ultérieurement en agent commercial du laboratoire en voulant forcer toute la population française à se faire vacciner contre le Covid, sachant que les 2 doses peuvent se transformer dans les années à venir en 2 doses tous les ans ou même tous les 6 mois. Ce qui assurerait au laboratoire Pfizer une rente annuelle de milliards d'euros. La position de Macronor Terminator, etc., est-elle irréprochable? That is the question, comme on dit désormais au Vatican, puisqu'on ne veut plus parler en latin. Second exemple, le député républicain Marlex, qui n'est pas un excité de la caboche, c'est le moins que l'on puisse dire, a dirigé une enquête parlementaire sur la vente d'Alstom à General Electric. Cette vente, catastrophique pour la filière nucléaire française, qui jusque-là était un de nos fleurons industriels, s'est produite sous l'impulsion de Macron, Terminator, etc., lorsqu'il était à l'Élysée avec François Hollande, puis à Bercy en tant que ministre. L'excellent Marlex relève dans son rapport un certain nombre de mensonges de Manuchon sur cette affaire, aggravés par le fait qu'un certain nombre de personnalités concernées et intéressées par cette vente d'Alstom à General Electric se sont retrouvées dans les comités de soutien financier du candidat Macron à la présidence de la République. La charge venant de Marlex, qui, comme je le disais, n'est pas un fou furieux, et qui est membre d'un parti, les Républicains, plutôt considéré comme un gros mollasson. Il n'est pas aberrant de penser que le dossier du Manuchon n'est pas aussi clair qu'une eau de source jaillissant d'un sommet enneigé des Alpes. Ces deux exemples laissent à penser que des montagnes de dossiers louchissimes peuvent peupler les domiciles et bureaux de nos dirigeants que nous aimons tant. Fillon, en son temps, s'est fait exclure de la vie politique pour des reproches concernant quelques centaines de milliers d'euros. Pas bien, monsieur François Fillon. Cela dit, petit joueur, monsieur François Fillon, car il est possible que des scandales soient dévoilés pendant la campagne électorale qui s'ouvre, mais que l'on parle cette fois-ci de dizaines, voire de centaines de millions d'euros. Ben ça alors, comme dirait Tante Gertrude en écarquillant les yeux. Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas nous ennuyer pendant les 6 mois qui viennent. Je vous souhaite une excellente soirée.